Salut à toutes et à tous, vous regardez ma télé à moi et cela nous fait vraiment plaisir. Mon invité ce soir est un réalisateur à la télévision algérienne. En plus de ses 42 ans d'expérience, c'est pour moi quelqu'un qui est compétent, très discret et surtout engagé. Il est là ce soir pour nous parler de cet engagement et de la télévision d'une manière générale et de la télévision algérienne d'une façon particulière. Abdelmajid Selamna, bonsoir et merci d'être là ce soir. Toi qui as quitté la télévision depuis 1 an et demi. À peu près. Ouais. Bonjour Halim, bonjour pour l'invitation. Je suis sorti en retraite il y a à peu près 1 an et demi. Alors, ça se passe comment? Pour un réalisateur, en réalité, il n'y a pas de retraite. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Une retraite administrative, mais un réalisateur continue toujours à produire et à travailler. Ces mois-là, j'étais un peu absent parce que j'étais un peu malade, c'est tout. Mais j'ai énormément de projets, j'ai toujours des rêves, j'ai toujours envie de produire des documentaires, la fiction. Et on va parler de tout ça ce soir. Mais avant cela, 1 an et demi, je sais que c'est pas très long par rapport à ta carrière, mais quel bilan tu fais comme ça en prenant du recul par rapport à ton parcours? Là, c'est pour dire qu'on est satisfait, une satisfaction totale, non, parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés dans l'exercice de ce métier. La censure a toujours existé, les difficultés pour s'exprimer, pour faire des documentaires, produire en quantité, en qualité. La censure, elle ne date pas d'aujourd'hui, attention, même si dans les années 70, il y avait plus peut-être de liberté, plus d'espace. Mais il faut dire que déjà, dans ces années-là, moi, j'avais des documentaires qui ont été censurés. Carrément censurés. Oui. Oui, justement, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a quand même des motifs de satisfaction. Mais beaucoup de motifs de satisfaction. On a accompagné surtout la télévision dans ce regard critique sur ce qui s'est passé dans le pays. On a eu le courage de produire des documentaires avec un regard vraiment critique. Et tout n'a pas été censuré en réalité. Moi, j'ai produit des documentaires contre la fraude fiscale. Déjà, je signale les problèmes de corruption qui commencent à s'installer en Algérie. Des gens qui gagnent des milliards et qui ne payent pas l'impôt. Alors que l'ouvrier, on lui relève ça à la source. Prenez un ouvrier al-Hadjar devant un four, je ne sais pas combien de degrés, qui souffre des conditions de travail difficiles, on lui prélève dans sa fiche de paie. Hein. C'est prévu, on va en parler tout à l'heure. Donc on a... La plus grande satisfaction, parce que je te connais assez, on en a assez parlé, toi et moi, ta plus grande satisfaction, c'est d'avoir côtoyé ces gens qui t'ont devancé ici à la télévision. Et qui ça c'est un souvenir inoubliable. Moi, quand je suis rentré à la télévision, j'ai trouvé ici Lanka, j'ai trouvé Berdier, j'ai trouvé Mustafa Gribi, j'ai trouvé les pionniers de la télévision, ceux qui ont fait la télévision, les techniciens de l'époque, ceux qui ont été derrière le 28 octobre. Attention, le 28 octobre, ce sont les techniciens de la télévision. Parce que le problème était technique. Il y avait des reporters, il y avait des journalistes, mais il fallait que la télévision continue à exister et éviter absolument l'écran noir. Et c'était les techniciens. On va essayer tout à l'heure de leur rendre... Il faut leur rendre un hommage. Tout à l'heure. Mais juste pour dire aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément les réalisateurs, qui sont toujours derrière la caméra et non pas face à une caméra. Et je t'en remercie parce que tu es quelqu'un de très discret. Hein, tu n'as pas fait beaucoup de plateaux télé dans ta vie. Je refusais. Oui, justement. Tu as accepté pour nous et je t'en remercie. Majid Selamna, tu as été souvent sollicité par des télévisions de prestige, aussi bien occidentales qu'arabes, mais tu as toujours refusé de partir. Pourquoi et est-ce que tu ne regrettes pas ce choix? Non, pas du tout. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est cette télévision qui m'a formé. Moi, je n'étais rien du tout avant. C'est vrai, j'ai fait le parcours comme tous les jeunes Algériens à l'époque. Tu te sens redevable? Oui. Et c'était une télévision qui était ouverte à tout le monde. Quoique au début, c'était des entreprises un peu
on rentre difficilement. C'était Oui. le piston. Oui. Télévision, Air Algérie. Etc. Mais dans les années 70, c'est pour n'importe quel métier. Et c'était sur la base d'un concours. Oui. Et je me rappelle le concours par lequel je suis rentré à la télévision. On était près de 700 candidats. Oui. Et sur les 700, on a sélectionné 12. Oui. On peut en parler tout à l'heure. Oui. Mais pour vous dire que cette télévision, c'était une télévision professionnelle. Oui. Et là, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y avait des techniciens étrangers qui travaillaient ici, des Portugais par exemple. Et c'était un honneur pour eux de travailler. C'était l'une des meilleures chaînes, disons, dans les pays tiers-monde, la RTA. Oui. Et il y avait de grands techniciens. Il y avait des réalisateurs comme Badia, comme Gribi, l'autre vague qui est venu après, les Moussa Haddad, les Lamine Mrebah. Et puis des techniciens de talent, des directeurs photo exceptionnels comme Youssef Sahraoui, Le Khel. C'était des gens avec lesquels tu peux apprendre aussi. Hein. Ouais. On apprend en côtoyant un directeur photo, en côtoyant un ingénieur de son. C'était tous des gens de qualité. Ouais. C'est pourquoi la qualité, jusqu'à maintenant, on continue à diffuser des produits de l'époque. Ouais. Parce que la qualité à l'époque était une exigence. Une exigence. Et ça fait appel donc à de véritables professionnels. Et on était tenu par un résultat. Tu ne peux pas produire comme ça. Tu t'amuses, ça marche pas. À l'époque, je me rappelle de Ahmed Bdjaoui, par exemple, quand tu lui proposes un projet, la seule question qu'il vous pose, elle est la suivante. Est-ce que vous allez le réussir? Il y a un contrat moral qui s'engage entre lui et le réalisateur. Si tu réussis ton projet, tu auras toujours des moyens pour produire. Si tu le rates, et j'ai un ami réalisateur qui a raté un téléfilm, eh bien, il a terminé sa vie derrière un pupitre. Plus jamais il a tourné un mètre de pellicule. Ouais. Pour vous dire qu'à l'époque, il y avait une exigence de qualité. Ouais. Et on ne s'amuse pas avec l'argent du contribuable. Et c'est pourquoi il faut savoir où mettre les pieds quand tu déposes un projet. Il faut vraiment bien réfléchir, bien le préparer. Bien. Et on a, si vous voulez, professionnellement, c'était ça l'enjeu. Comment devenir un véritable professionnel qui respecte le langage du cinéma et de la télévision et qui respecte surtout le spectateur. On ne balance pas n'importe quoi à un spectateur. En tout cas, je disais que tu es quand même resté, tu n'es jamais parti malgré les nombreuses sollicitations. Voilà, et cela dénote de ton engagement aussi. Parce que pour toi, la télé, c'est aussi un engagement. Un engagement. Et puis, voilà, par exemple, j'ai reçu une sollicitation de la part de Jazeera à travers mon ami, M. Abdelrabia. Sans citer ces chaînes, oui. Ouais. Et je me disais comment cette chaîne, qui il n'y a pas longtemps nous montrait du doigt, qui tue en Algérie, qui poussait à une intervention en Algérie, qui voulait internationaliser notre conflit, etc. Rappelez-vous la dessinée noire, toutes ces émissions qu'on voyait sur Al Jazeera, par exemple. Comment est-ce que maintenant je vais travailler alors que j'ai combattu tout ça, j'ai combattu le terrorisme, j'ai combattu cette idéologie qui voulait semer le doute de ce qui se passe en Algérie. Donc il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a des principes. Justement, il y a des convictions. Et on connaît tes convictions. Alors, je vais profiter de l'occasion pour te demander quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant avec les autres. Est-ce qu'on peut opter pour 2 numéros, Medjid? Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter sur... Ce sera un plaisir, un grand espace pour parler, pour s'exprimer. Souvent, je me retrouve dans l'obligation de bousculer un peu mes invités. Et là, je veux profiter un peu de ton expérience et de ton parcours. Donc, c'est parti pour 2 numéros. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, on va attaquer ton programme et tu as choisi de commencer avec une chanson de Zahra qu'on va réécouter qu'on va réécouter avec plaisir grâce au choix de notre invité, Medjid Slemna. On l'écoute. في وقت السوان ور الحراسي ونوضار بغي غاكي لي غدا معيون ور الحراسي ونوضار بغي غاكي لي غدا معيون
ماشي للشوري تصدق دغدك غسنيك صبغني بغيغك عيونك خدشك يا تاعكم دينك بتسندي غادي السرف غسل قصل دهفي دقير اسلفها ما نظر وزاغ سلسلي دارير بتسندي غادي السرف غسل قصل دهفي دقير اسلفها ما نظر وزاغ سلسلي دارير ماشي باش ذاكر ولا خبرت مني فات خالفها يبغي غير ينفع ديسين ربي خلقها غد الحورين Alors, Majid, un mot sur Zahra. Oui, Zahra, à l'époque, elle venait souvent à la télévision. Moi, je l'ai connue ici à la télévision. Zahra, Jamila, j'aurais pu choisir aussi Jamila. Oui. Chez Fredem, dans les années 70 jusqu'au début des années 80, elle est venue souvent ici. La chanson à Mazir, donc, elle venait à la chaîne, la radio, la chaîne 2, je crois. Oui, la chaîne 2. Et Zahra, j'ai aimé surtout son interprétation avec Idira Veinova. C'est vrai que sublime. Beaucoup ne savent pas qui chantait aux côtés d'Idira Veinova, alors que c'était Zahra. Zahra. Ouais. Et Zahra, à un moment donné, elle a même tenté une expérience de comédienne. Malheureusement, elle n'a pas été aidée, elle n'a pas été. C'est ça le problème. Nous n'avons pas des espaces pour prendre en charge ces artistes qui ont de multiples vocations. Hein. Elle peut chanter, elle peut être une grande actrice. Je la salue, Zahra, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Moi non plus. En tout cas, ça nous a permis de parler d'elle et de la réécouter ce soir. Exactement. Alors, ça va aussi nous amener à revenir sur les traces de Majid Slemna, à commencer par ton enfance. Eh ben, mon enfance, je l'ai passée dans une SAS. Tu me dis une SAS, moi à la limite je connaissais quoi une SAS, mais pour les jeunes générations, c'est quoi une SAS? Une SAS, SAS, c'est section administrative spécialisée. C'est des espaces fermés. C'est des prisons à ciel ouvert, où on déplace donc des populations qui étaient dans les maquis, dans les hameaux, les nchara et tout ça. Et on les cantonnait dans un espace fermé, clôturé, barbelé, avec interdiction de rentrer et de sortir. Donc quand on a déplacé la population de ma région, là, moi j'avais exactement 1 an. C'était en 1957. Et c'était un programme imaginé par Soustel, Jacques Soustel, gouverneur d'Algérie, qui voulait isoler donc les populations des maquis, couper entre le FLN et les populations, et avoir une main mise sur les populations, parce qu'elles sont là, dans un milieu fermé, avec une politique d'intégration. Donc, il y avait des salles de cinéma. Il y avait une salle de cinéma, par exemple, là, ça, je me trouvais, où on nous projetait des films de propagande, des documentaires. C'est là où j'ai découvert l'image. Ça a été quand même utile pour moi. C'est depuis ces années-là que je commence à rêver de la télévision. Et cette politique d'intégration, donc, elle a été suivie après par le plan de Constantine, avec un programme de logement. Et comment gagner le peuple algérien. En tout cas, c'est jamais fait d'une manière innocente. Hein. Il y avait toujours bien sûr, c'était une politique bien étudiée. Et ici, la France coloniale s'est rendu compte que les musulmans, les Algériens, étaient abandonnés. Et c'est pourquoi ils se révoltent. Et là, si on va corriger la trajectoire, leur offrir des logements, etc., on va tuer la rébellion. Mais c'était trop tard, quoi. C'était trop tard. Mais tu nous as toujours pas dit, tu parles de ta région, mais quelle région, justement? Alors, c'est la région de Djidjel.
c'est la commune Laouana, ce qu'on appelle aujourd'hui la commune. Mais c'était la tribu des Bni Foural, une grande tribu qui va de Texena jusqu'à pratiquement Bjaya. C'est un immense espace. Et cet espace se trouve en réalité entre Bjaya, la région kabyle, et donc Djidjil. Bon, nous, on parlait le dialecte djidjilien, Djouajla et tout, mais les Djouajla de la ville, en quelque sorte, ils nous rejetaient. Ils nous appelaient Qbaïl. Mais quand on va à Béjaïa et en contact des habitants de Béjaïa, on nous appelait Djouajla. Donc du coup, vous étiez perdus. On était entre les deux. Et à l'époque, elle a posé le problème au chef de la tribu, finalement, qui nous sommes. Il était dans une colère terrible. Il nous a dit, vous êtes des Algériens. Voilà, les Algériens sont des Algériens. Avant tout. Mais c'est vrai que cette région, culturellement, bon, quand on regarde le patrimoine sonore, on trouve un peu de tout. On trouve des liens avec l'identité amazigh, mais on trouve aussi des liens avec les Arabes, les Turcs qui se sont installés longuement à Djidjil. D'ailleurs, à un moment donné, la ville de Djidjil, de 1520 à 1525, était la capitale de la régence, quand Kherdin était chassé d'Alger. Ça, par contre, je prévois d'en parler dans le deuxième numéro. Oui, on peut en parler, passage des Turcs, c'est très important. Parce que je sais que tu as commencé à écrire. J'ai écrit un scénario sur les frères Barbarousse. Donc c'est pour ça que je préfère qu'on en parle très bien. Lors du deuxième numéro. Très bien. Alors, ton enfance... Donc c'est la SAS. Et moi, j'ai des souvenirs lointains à partir de l'âge de 4 ans, c'est-à-dire à partir de 1959. Et je me rappelle donc le départ à l'armée française, la salle de cinéma, les souffrances la souffrance des Algériens. On était dans une prison donc, cantonnés comme ça, et les gens n'ont rien à faire, ils sont là à se regarder. Et ils ne vivaient que de la distribution que faisait la France, la nourriture comme ça. D'ailleurs, très maigre, hein. Les gens ne mangeaient pas bien, ne mangeaient pas du tout par voie. Et très jeune, donc, j'ai appris ce que ça veut dire le colonialisme, ce que ça veut dire une occupation, ce que ça veut dire... Et je sais que tu étais même amené à travailler très jeune, hein, alors que tu étais enfant aussi. D'abord, ce qui m'a marqué, c'est les souffrances. Les souffrances d'abord de ma famille. Les souffrances de ma mère, parce qu'elle a perdu 2 enfants l'un après l'autre, l'un écrasé par la gendarmerie française, deuxième, il est mort à la suite d'une maladie, il n'a pas été soigné. Puis la mort de mon père en 1958, quand on a été déplacé au niveau de la SAS, lui était malade. Et quand il s'est rétabli, il a pris contact avec le maquis pour reprendre. Le maquis, Et regarde le génie du FLN à l'époque, et il lui a demandé, lui et son frère, il avait un petit frère avec lui, de rester sur place et de créer une liaison entre la SAS et les maquis. Et ils ont réussi à créer cette liaison. Je me rappelle des femmes, par exemple, parce que les femmes étaient autorisées à sortir pour amener du bois, pour se réchauffer, pour cuisiner et tout ça. Et quand ces femmes sortaient donc de la SAS, tu as l'impression que c'est des femmes cosmonautes, parce qu'ils mettaient beaucoup de vivres sous les vêtements, des médicaments, et elles avaient un contact avec les moudjahidettes de la forêt, là où elles vont chercher du bois. C'est-à-dire que la résistance était au sein même de la SAS, qui était bien surveillée par les militaires, par la gendarmerie. Ils ont même réussi à créer une brèche au niveau de la plage de Cavallo, où des moudjahidettes venaient chez nous et rentraient par la plage de Cavallo.
est venu récupérer des médicaments, des informations, des documents. C'était le génie populaire. Hein. Et je pense que ton engagement, tu le tires aussi de cette, période-là. Hein. Oui, ça te marque à vie, Majid. Bien sûr, c'est un vécu. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours protesté à ce que les films sur la Révolution soient attribués à quelques rares réalisateurs, comme ça, 2, 3 réalisateurs. Moi, je crois qu'il faut croiser les regards. Chacun de nous a un regard, un vécu par rapport à la Révolution. La Révolution. Et là, ce qui manque d'ailleurs dans nos films, dans ce qu'on a produit, c'est ce côté humain. Je ne pourrais jamais, par exemple, oublier la mort de ma sœur. C'est ce côté humain qui manquait. Ma sœur, elle avait 13 ans. Et il y avait une fois une perquisition comme ça. Des parents sont venus perquisitionner et tout ça. Et à un moment donné, ma mère a remarqué qu'un parent s'est intéressé à ma sœur. Et il disait à son copain, demain je vais revenir pour la petite. C'était une très belle fille. Elle avait 13 ans comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? Elle lui trouve un mari le jour même. Et à 5 h du matin, il y a un véhicule qui est venu la chercher. Et je me rappelle, ma sœur, toute la nuit, elle pleurait. Ben oui. Elle pleurait. 13 ans. C'était un enfant, 13 ans, son mari. Et le matin, elle ne voulait pas partir. Et ils ont tout fait pour la mettre dans le véhicule. Et je me rappelle, moi j'avais 4 ans, elle s'est accrochée à moi. Et elle m'a traîné pratiquement jusqu'au véhicule. Et elle est partie, elle a continué à pleurer, à me regarder. Et je ne l'ai plus jamais revue. Voilà. Et elle est morte à la suite d'un accouchement. On n'a pas supporté l'accouchement, elle était jeune. Voilà ces séquences, ces scènes qui manquent dans nos films. C'est pourquoi moi j'ai beaucoup apprécié le film de Hamina, Le vent du Sud. La maman qui cherche son fils. J'ai retrouvé dans ce film un peu la souffrance de ma mère. Il faut, à mon avis, produire aujourd'hui des films. Parce que la révolution algérienne, c'est vrai qu'il y avait de hauts faits de guerre. Des accrochages. Mais on a gagné surtout parce que notre cause était juste. Parce qu'il y avait ce côté humain, il y avait ce colonialisme sauvage qui massacrait un peuple. Et tout ça, on ne le retrouve pas malheureusement dans nos films. On parlera peut-être que tu devrais aussi songer un jour à faire un film sur la révolution algérienne avec le regard de Majid Selamna et son vécu. Mais Halim, on a toujours eu des idées, des projets de scénario, mais le problème, ça a toujours été le financement. Qui va financer ça? On va en parler, et qui sait, en restant positif, peut-être qu'un jour tu trouveras les financements qu'il faut. Mais je veux revenir à ta scolarité. Alors, la scolarité, en 62, moi j'avais 6 ans, donc je devrais être inscrit juste après l'indépendance. Mais vu la situation dans laquelle on se trouvait, une misère totale. J'étais orphelin, personne qui pouvait m'aider. Et la maman était préoccupée par notre survie pratiquement. Parce qu'on a commencé à zéro, il n'y avait rien. Notre maison était détruite. Il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Et donc, on a oublié la scolarité et plutôt j'ai commencé à travailler. À 7 ans, donc, j'ai travaillé. Il y avait encore un Portugais, M. Fidel, qui exploitait la forêt de Djidjel, le liège, la récolte du liège. Et un parent qui m'a un peu pistonné auprès de ce monsieur, et il m'a recruté gardien. Et les ouvriers qui ramènent leur bouffe, les repas, et ils les déposent dans un coin. Et moi, j'étais chargé de surveiller tout ça. Et donc, à 7 ans, j'ai travaillé. Et coïncidence, et regarde les choses de la vie, dans ces maquis, j'ai rencontré des éléments du FFS qui étaient dans l'opposition à Boumedienne. Ils étaient là, dans les maquis de Djidjel. Et souvent, ils venaient m'accompagner parce que je m'ennuyais celui-là. Et donc, à 7 ans, j'ai travaillé, j'ai appris ce qui se passait dans le pays, qu'est-ce que c'est qu'une opposition, c'est quoi le FFS, qu'est-ce qu'ils revendiquaient, qu'est-ce qu'ils demandaient. Et c'était, on est devenus pratiquement adultes tout en étant encore 7 ans.
Et quand la maman s'est rappelé ma scolarité, c'était trop tard. J'avais 9 ans. Ouais. 9 ans, donc je me suis présenté à l'école primaire de Djidjir, ça s'appelait Kassada, cette école. Et le directeur m'a refusé. Ouais. Vous êtes âgé, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Elle va voir un Moudjahid qui a connu mon père. Il s'appelait Tahar Ben Ziyada, un grand monsieur, un officier de la Et il me donne rendez-vous devant l'école, donc, et je me présente. Et c'est grâce à lui. Et dès qu'il m'a vu d'ailleurs, il m'a reconnu. C'était le petit gardien là, parce qu'il était dans les montagnes de Djidjir, j'étais un opposant. Déjà très connu. Il était un opposant, il était parmi les troupes du FFS. Ouais. Et on est rentré à l'école et il appelle le directeur. Et le directeur persiste. Il n'était pas question que c'est le règlement. Oui. Et Moudjahid qui lui dit ben, écoute, ce règlement, il a été établi par nous, c'est plus la France. Tout à fait. On va le modifier, c'est tout. Tout à fait. Alors il lui dit quand tu auras modifié ce règlement, tu peux revenir, je le reconnais. Il est parti. Alors il l'attrape par l'épaule et il sort son pistolet, parce que les Moudjahids à l'époque étaient encore armés. Et il lui demande, je ne quitte pas l'école sans que tu le mets dans une classe et tout de suite. Ah ben oui, c'était criminel que d'empêcher un enfant d'accéder au savoir. Il a beau lui expliquer que voilà, c'est ces régions montagnes, où c'était le cœur de la wilaya 2 historique, c'était la révolution, et ces gens-là étaient dans la misère, ils ont oublié l'école et tout, et ils ne voulaient rien savoir. Donc il a utilisé la force avec lui. Et ça a marché Ça a marché, mais il m'a sauté des classes. C'est-à-dire? C'est impossible qu'il commence sa première année, 3G, je le mets en 3e année, il se débrouille, et s'il n'a pas sa moyenne, fin de l'année, je vais l'exclure. Ah, d'accord. Ah oui, Donc tu étais confronté à un défi un défi terrible. Dès ta première année. Heureusement que j'ai fait un peu l'école coranique avant, dans le petit hameau. Hein. Et il y avait une école qui n'était pas loin de notre devoir. Il y avait 2 enseignants, je me suis présenté à eux, mais c'était trop tard à l'époque. Ils m'ont permis d'assister sur le dernier trimestre, mais ils m'ont assuré qu'ils ne pouvaient pas me fournir un certificat. Ces 6 mois, même pas 3 mois comme ça, m'ont servi un peu. Mais c'était un miracle. D'ailleurs, le directeur est venu au premier examen, il est rentré et demandait la moyenne de l'enseignant, combien j'ai eu de moyens, parce qu'il voulait à tout prix m'exclure. Comme quoi. C'est terrible. Et là, l'enseignant, Constantinois, je me rappelle, il lui dit qu'il a eu la moyenne. Hein. Et il était dans tous ses états. Comment il a eu la moyenne? C'est pas possible. Et à la fin de l'année, ce directeur a eu des remords, il m'a appelé. Et il me suggère une idée, il me dit pourquoi tu n'essaies pas de te présenter au certificat d'études. Et à l'époque, si tu as une bonne moyenne certificat d'études, tu vas directement au moyen. D'accord. Et il me dit tu tentes. C'est ce que tu as fait. Puisque tu as fait, c'est un miracle que tu viens de faire, peut-être que... Oui, peut-être que... il y aura un deuxième miracle. Et c'est comme ça que je me suis présenté au certificat d'études et j'ai rattrapé... ton retard. Mon retard pratiquement, moyen, puis jusqu'au bac. Alors, après le lycée, tu devais partir en URSS. Voilà, il y avait, à l'époque, c'est l'UNGA qui avait un quota fourni par l'URSS à l'époque, entre autres pour le métier de réalisateur. J'ai déposé mon dossier et tout, et malheureusement, cette année, il n'y avait pas d'offre de la part des Russes. Et juste après que moi je me suis mis en contact avec la télévision, j'avais un ami qui travaillait ici, c'est Ali Bloud, un réalisateur, très bon ami. Et en 1976, donc, il y a eu ce concours d'accès à la télé, et je me suis présenté à ce concours, et c'était là le départ. C'était un concours pour? Un concours pour le métier dans la filière réalisation. D'assistant réalisateur. Et tu nous avais tout à l'heure que sur les 700 personnes qui se sont présentées, il y avait des candidats. Ils ont retenu 12 personnes. Ah ouais, c'était ouvert à tout le monde. Donc c'était pas évident. Ah non, c'était ouvert à tout le monde, avec une présélection, 40, puis une vingtaine, puis finalement ils ont retenu 12
Parmi eux, Majid Selabna, justement. Parmi eux, on a fait donc une formation ici. On va parler de la formation, mais juste avant, puisqu'on parle de la RTA, tout à l'heure tu voulais rendre hommage à ces techniciens qui ont pu relever le défi au lendemain du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne. Oui, moi j'ai vu des émissions. Je dis que j'ai beaucoup d'admiration. J'ai enquêté un peu, d'ailleurs je prépare un documentaire sur le 28 octobre parce que je trouve qu'il y a des vérités qui n'ont pas été dites. En réalité, la télévision n'était pas occupée par la France. On ne peut pas libérer un pays et laisser un espace sous une occupation. La télévision était gérée provisoirement par les Français, mais sous contrôle de l'État algérien. Et c'est une fois que, à l'époque, le pouvoir a vu qu'il y a de la manipulation au niveau des informations surtout. Et il a décidé de chasser les Français. En réalité, c'est l'État algérien qui a chassé les Français. Mais les techniciens français devraient assurer une transition. Alors les Français, ils ont tout abandonné. Puis c'est comme ça, on abandonne tout. Et là, le grand défi, c'était comment éviter l'écran noir. Il y avait tous les métiers. Il y avait des réalisateurs, il y avait des gestionnaires, mais le défi, c'était au niveau de la technique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut continuer à produire, à émettre. Et là, il faut dire que les techniciens, à cette époque, parce que la télévision, il ne faut pas oublier qu'elle était contrôlée par Soustel. C'était un moyen de propagande pour la France. Et toute cette production à l'époque, que malheureusement parfois on diffuse comme étant de la production nationale, c'est pas vrai, c'était une production contrôlée avec un contenu bien étudié, dirigé, pour dire au monde que voilà, ce qui se passe en Algérie, c'est une guerre civile entre les Algériens, ce n'est pas une guerre de libération. Et la preuve, voilà, des artistes qui s'amusent à la télé. Donc il y a une utilisation en réalité des artistes de l'époque, il faut le dire. Et les techniciens, depuis le départ de 20 d'entre eux, il y a 20 techniciens qui ont rejoint le maquis à l'époque, parmi eux Youssef Sahraoui d'ailleurs, Donc la France a écarté les techniciens de tout ce qui est technique. Nos techniciens étaient pratiquement dans l'effort physique, déplacement matériel, pour éviter à ce qu'ils maîtrisent la technique. Mais rien qu'en regardant et de loin, ils ont réussi ce miracle de continuer à émettre. Et on ne peut jamais assez leur rendre hommage. Tout à fait. Et longtemps, je peux vous dire, les techniciens de la télévision étaient les chouchous d'entreprise. Et puis, c'est des gens très respectés qui, eux aussi, n'aimaient pas la médiocrité. Ils n'aimaient pas, si jamais demain tu leur amènes un produit qui ne les intéresse pas, ils peuvent refuser de travailler. Il y avait une échelle de valeur. C'était des techniciens, que je peux dire, qui pouvaient travailler dans n'importe quelle chaîne de télévision au monde. Des gens formés, respectés. Et même, je me rappelle, le pouvoir à l'époque, il a toujours eu peur des techniciens à la télévision. Une fois, ils ont supprimé aux techniciens une prime qui s'appelait la prime de technicité. En 1976, je crois, 1976. Une prime qu'on octroyait aux techniciens comme ça, qui ne figure pas dans les primes que touchait tout le monde. C'était une prime spécifique de technicité, donc elle concerne juste les techniciens. Eh bien, ils ont fait une grève qui a ébranlé tout le monde. Boumediene en personne, à l'époque, est intervenu pour comprendre pourquoi les techniciens de la télé font grève. Et quand on lui a expliqué c'est à cause du prix, il leur a dit, au lieu de leur augmenter le salaire... Et ces techniciens, malheureusement, tu vois, Halim, moi, je suis triste parce que l'entreprise n'a pas de mémoire. On n'entretient pas la mémoire. Qui se rappelle aujourd'hui de ces techniciens, qui se rappelle de ces hommes, alors que beaucoup d'entre eux sont encore vivants, je rencontre de temps en temps.
Pourquoi on n'a pas gardé ce lien entre les générations? Tout à fait. Pour expliquer aux jeunes qui arrivent, voilà ce que c'était la RTA, voilà ce qu'étaient les défis, voilà ceux qui vous ont précédé, vos collègues, voilà ce qu'ils ont réalisé, les miracles qu'ils ont réalisés. Ils peuvent transmettre un savoir-faire, ils peuvent transmettre l'amour du métier, l'attachement à un métier. Il y a eu une sorte de coupure, qui a fait qu'on n'a pas pu entretenir cette mémoire, ce professionnalisme. Et c'est dommage. Alors, puisque tu parles de cette génération, et tu as aussi voulu rendre hommage à tous ceux que tu as côtoyés et qui t'ont précédé ici à la télévision, tu as voulu le faire à travers un générique d'un feuilleton très célèbre, qu'on regarde toujours avec beaucoup de plaisir. C'est bien sûr l'incendie El Hariq. On regarde. Fantastique. Quel texte. Alors... à travers ce générique, tu voulais rendre hommage quand je vois ces images, c'est émouvant. Mustafa Badia, c'était une école. On a tous appris à côté de Mustafa Badia. Quand Mustafa Badia tournait, c'était un événement. Je me rappelle, on prenait un taxi pour aller jusqu'à Cherchel, assister au tournage de Badia. Vous étiez aussi assoiffé. Il y avait cette volonté d'apprendre ce métier. Et Badia, pour moi, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. Il aurait pu travailler dans n'importe quelle chaîne de télévision au monde, il aurait produit même des films à Hollywood. Voilà, quelqu'un qui était attaché aussi à son pays. Et qui a produit donc des chefs-d'œuvre. C'est un pionnier de la télévision. Et on a tous appris à côté de lui. Cette génération m'a toujours dit qu'elle était d'une grande générosité. C'était des gens qui aimaient vous aider, vous assister. Exactement. Moi, c'est lui qui m'a appelé une fois pour l'assister sur un long métrage. C'était la révolte des Ouled Sid Cheikh. Un projet très important. Colossal. Je ne sais pas, quelqu'un a dû lui parler de moi, parce que je n'ai jamais travaillé avec lui avant. Et on a commencé à préparer, j'ai commencé à faire le dépouillement et tout ça. Et un jour, quelqu'un se présente pour dire à Badia que le projet est annulé. Je n'ai jamais compris. C'est de l'énigme. Pourquoi Badia n'a jamais eu de gros moyens pour faire des films qu'il avait la compétence. Tout à fait. Et ça a toujours été une intrigue pour moi. J'ai essayé de comprendre après. J'ai trouvé un peu les raisons qui ont fait que Badia, malgré donc, quelles sont ces raisons selon toi? Eh bien, Halim, nous sommes parfois un pays de gâchis. Un pays de gâchis. C'est tout simplement parce qu'il y avait un problème de jalousie avec quelqu'un de très puissant qui est dans le métier, qui ne voulait pas que Badia lui fasse de l'ombre, c'est tout. Donc il a bloqué Badia sur énormément de projets. Mais Badia a continué à faire de la télévision avec les moyens qu'on lui offrait. Mais c'est dommage, moi je peux dire que c'est dommage. Il aurait pu produire des tas de films, des tas de fictions. Mais nous, on en a profité vraiment de ces talents pour apprendre. Il y avait Badia, mais il y avait aussi Mustafa Gribi. C'est aussi l'un des pionniers de la télévision. Il y avait après une vague de réalisateurs, de jeunes loups, comme on dit, qui étaient aussi compétents. Et aussi, il y avait les Lamine Merbah, les Moussa Haddad. Qui étaient là à titiller l'ancienne génération, qui voulaient aussi arracher leur place. Il y avait Abdelghani Mahdawi, avec lequel j'ai commencé à travailler, que je salue, il est en France, un grand monsieur de la télévision. Et il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les techniciens, il y avait Sahraoui, il y avait Khel, c'était des rapports de travail de haut niveau, il faut le dire, c'était du professionnalisme. Et les réalisateurs de l'époque, comme tu as dit, c'était des gens généreux, c'est-à-dire ils ne gardaient pas pour eux une technicité, un savoir.
Ouais. Et à chaque fois qu'on produisait comme ça des petits documentaires, et on a leur point de vue et leur regard critique pour qu'on puisse se corriger. Et quand Badia te fait une critique ou un Lamine Berbah, c'est un cours en réalité. Ouais. C'est un cours. Alors, tu as bien envie de parler de ces gens-là et l'émission est faite pour ça aussi, pour rendre hommage à ces gens-là. Mais moi aussi, j'ai envie qu'on parle un peu de Majid Slamna. Alors, je veux parler de tes débuts à la télévision. Donc, tu intègres la télévision en tant qu'assistant réalisateur. Tu suis pas mal de stages, aussi bien au sein de la télévision algérienne qu'à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel en France. Et, tu as appris quoi durant ces stages? Là, je rends hommage aussi à une catégorie professionnelle qui existait. Ouais. Ces stages, c'était grâce à un grand monsieur aussi de la télé qui s'appelait Laouaté. Oui. Abdelrahman Laouaté, DG de la RTA, qui était secondé aussi par un grand monsieur de la télévision qui s'appelait Ahmed Bdjaoui. Et Laouaté et Ahmed Bdjaoui, pour eux, la formation est indispensable pour améliorer la production télévisuelle. Donc, il y a eu des tas de stages ici en Algérie, en France, et ça ne s'arrêtait pas. Et tu m'as parlé de l'importance de la formation à l'époque. C'était important de bien former. Ah oui. Et Halim, pour parler vrai, pourquoi la télévision, au niveau de la qualité, on souffre ces dernières années? C'est parce qu'on a oublié une chose très importante, la formation. Il y a aujourd'hui à la télé un nivellement, en quelque sorte, je n'aime pas ce mot, par le bas. On prend des métiers inférieurs qu'on essaie de mettre à des métiers supérieurs, etc. Sans formation, je ne suis pas contre que des enfants de la télé puissent avancer dans leur carrière. On ne peut pas devenir réalisateur sur une décision administrative. Ça, c'est de la folie. C'est une aberration totale. C'est une aberration. Comme on ne peut pas devenir directeur photo ou ingénieur de son, comme ça. Il fallait à tout près qu'il y ait une formation sérieuse pour les jeunes de la télévision, comme ça a été le cas pour nous. Tu changes de métier, tu dois bénéficier d'une formation qui va avec ce métier. Sinon... de toutes les manières, le résultat s'en ressent tout de suite. Et moi, vraiment, je suis triste quand je vois des jeunes qui ont des compétences, qui sont capables d'aller de l'avant. Mais il faut qu'ils passent par une formation. La formation est indispensable. Elle est indispensable. Et nous, à l'époque, on avait donc cette chance. Il y avait Laouaté, ce grand monsieur de la télévision, qui a tout fait pour faire bénéficier le maximum de travailleurs d'une formation, que ce soit ici en Algérie ou à l'étranger. Et c'est pourquoi il y avait un professionnalisme à la télé. Et puis ceux qui sont formés, ils essayent aussi d'aider les autres. Il y avait une transmission de savoir. Mais quand on est dans un milieu où personne n'est formé, on ne peut rien transmettre. On va bénéficier. Nous, on a eu aussi cette chance de trouver de grands réalisateurs avec lesquels on a appris. Mais un jeune aujourd'hui à la télé, avec quel réalisateur il va travailler pour apprendre? On ne trouve pas des réalisateurs auxquels il peut se frotter. Non, alors, on revient à toi, Majid Slamna, avec tes débuts à la télévision. Tu as commencé dans la fiction, c'est bien ça? Ah oui, mais mes amours, c'était la fiction. Ah oui, alors on va en parler, mais on va juste voir une séquence. C'était un programme qui avait pour titre, je crois, Taraif Ma'a Ja'far Bek. Je crois que c'est ça. Je crois, ça remonte à très loin. Donc on a retrouvé, et on va regarder. Taraif Ma'a Ja'far Bek. السلام عليكم. شبك يا مرأة؟ بلتي حبيتي توخطينا يا اخي، قلت لك ما ترفديش الثقيل، ما تعبيش روحك.
على حوايج القماطة يوزنوا بالحرام 200 غرام. 200 غرام ولا 2 كيلو كيف. المرأة الحامل ما يلزمش ترفد الثقيل وما يلزمش تتعب. يا أخي بالعكس. بالعكس يكون في علمك يا نسيبتي كي ديت بنتك للطبيبة للقابلة وبعد ما فحصتها قالت لي بالحرف الواحد المرأة الحامل ما يلزمش ترفد الثقيل وما يلزمش تتعب. وانا شخصيا يا نسيبتي ما نظنش اللي تعرفيه خير من القابلة. بوه عليك. بوه ولا بيه المسألة ماهيش تم. النصايح اللي عطاتهم لك القابلة تعني في الأول. كيفاش في الأول؟ لما راكي تكون في شهرها الأولاني ما يلزمش ترفد الثقيل، وكي تدخل شهورها يلزم لها تحرك وتمشي وتخدم باش هكذا تجيها الولادة سهلة. معلوم، قال لك سال المجرب وما تسالش الطبيب. ايوه صار هكذا. قول لي يا نسيبتي، تسمعي بالمثل اللي يقول دير اللي يصلح بيك ومن دبارة الغير خليك؟ ايوا شنو؟ انا نحب الضرورة لبنتي ولا انت تحبها خير مني؟ اللي يسمع يقول بالصح. اذا بالكلام ما قصرتش وكي تجي للصح الله غالب. من الأحسن نخلو البير بوطاه. من فضلك يا نسيبتي ما تسببي لناش بالتشويش. كي تسمعي راكي تحوسي على الدواس، خلينا مهنيين. انا وبنتك راكي تشوفينا رانا مهنيين ومتفاهمين وحتى شي ما خصها. زعما كان اللي بالصح. يما. Voilà. Alors, Majid, un mot sur ce programme. Là, c'était des courts-métrages, des sketchs, des gars qu'on réalisait comme ça. Ça ne s'arrêtait pas à l'époque de Bdjaoui, même au début des années 80. La production de ce genre de gags, c'était quelque chose de vraiment... on continuait pratiquement. Je me rappelle de Mohamed Belouad, de Boubougara, de Ali Abdou. Ils ne s'arrêtaient pas de tourner. Et c'était une manière d'alimenter le programme. Et de bons souvenirs. Alors, pourquoi la fiction? La fiction, parce que ta formation a été... C'était le cinéma et la télé. Et il y avait même un trimestre, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, en commun avec des... Un module ou... Un module avec des gens de l'ONSIC à l'époque. Donc c'était le cinéma. Je rêvais de faire des films, de faire la fiction. Et là, l'amour pour le cinéma, même si c'était à l'époque de la propagande coloniale, c'est venu de la SAS, de cette salle de cinéma. Je passais tout mon temps, alors que j'avais à peine 4 ans, dans cette salle de cinéma, à regarder des documentaires, des films. Et j'ai toujours rêvé, plus tard, faire des films, pas avec ce contenu propagandiste, mais faire du cinéma. Voilà. C'était ça mon attachement. Alors tu as fait des programmes comme ça dans la fiction, mais tu es aussi très connu dans le documentaire. Alors, comme on arrive pratiquement à la fin de l'émission, pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre un reportage et un documentaire, c'est quoi la différence et quel type de documentaire Il y a une grande différence entre un reportage et un documentaire. Un reportage, il ramène une information sur le réel, une information. Le documentaire n'apporte pas d'informations sur le réel. Il n'apporte pas des certitudes. Le documentaire suggère des lectures, suggère une réflexion autour d'un thème. Et cette différence, elle est au niveau du contenu, et il y a une différence au niveau de la forme. Le reportage, tu prends ta caméra et tu vas couvrir un événement, un fait. Le documentaire, non. Le documentaire fait appel à un scénario. C'est un autre exercice. Un découpage technique, à une conception. Et puis, ça dépend du genre de documentaire que tu vas produire. Il y a en réalité... Justement, quels sont les genres? Il y a 4 genres importants à travers le monde. Il y a donc le documentaire de conception.
C'est un documentaire élaboré, donc avec scénario, découpage, couverture sonore, etc., une narration au niveau du commentaire et tout ça. C'est un documentaire de conception, donc, qui suggère une lecture autour d'un thème et susciter l'intérêt du spectateur et pousser à la réflexion. Il y a le deuxième genre qui est rare à la télévision, qui pratiquement n'existe pas. Peut-être le documentaire de Azedine Meddour, Combien je vous aime. Peut-être qu'on peut l'associer à ce genre, c'est le documentaire de création. D'accord. C'est un genre qui se réfère à une réalité, mais qui la transforme par son propre regard. Et il y a une recherche dans l'innovation au niveau de la conception. Et c'est surtout là la touche et l'empreinte du réalisateur. Oui. Il faut que ce soit innovant, que ce soit quelque chose de différent. C'est pour ça que c'est un genre pas facile. Donc pas facile, les gens l'évitent. Si vous avez, si les spectateurs ont regardé à l'époque le documentaire de Azedine Meddour avec Aïn Loula, c'est ça, le documentaire de création. Et les autres Le genres? troisième, c'est le documentaire de fiction. C'est moitié documentaire, moitié fiction. Fiction, ouais. C'est ce que j'ai écrit par rapport à des projets. J'ai un projet sur Ali Maachi. Qu'on abordera justement lors du deuxième numéro. Ça, c'est donc une partie documentaire et une partie fiction. Oui. Et la partie fiction, c'est surtout les thèmes où on n'a pas des images d'archives qui couvrent une époque, surtout des époques lointaines. Tout à fait. On est obligé de passer par la reconstitution. Tout à fait. Donc on fait appel à des comédiens, à des décors, à des costumes. C'est une véritable reconstitution. Et maintenant, avec les nouvelles technologies aussi, l'image de synthèse. Oui, tu peux créer des espaces à l'image de synthèse. Et quatrième genre, c'est un documentaire qui est très bien regardé à travers le monde, c'est le documentaire scientifique. Et là, ce genre de documentaire, il est produit surtout dans les pays où il y a de la recherche, dans les pays développés. Il y a une communauté de scientifiques. Assez importante. Et donc, c'est un apport entre des équipes de chercheurs, etc., et un réalisateur qui doit avoir quand même un minimum de connaissances. Il doit faire sa recherche aussi, lui. Et là, ces documentaires scientifiques, c'est des documentaires qui sont très demandés, ils sont très regardés, ils sont à la mode pratiquement ces dernières années. Et malheureusement, chez nous, bon... Alors, c'est 4 genres. Il y a le documentaire d'archives, mais on peut le mettre dans le premier genre, c'est-à-dire le documentaire de conception. Tout à fait. Documentaire d'archives, documentaire sur les animaux, c'est dans le premier. Alors, ce qui était important pour moi, c'est que les gens découvrent qui était Majid Slemna, ton parcours. Après, je pense que le deuxième numéro, et j'ai bien fait d'opter pour 2 numéros, le deuxième numéro sera consacré à tout ce que tu as fait à la télévision algérienne, notamment dans le domaine du documentaire. Et on parlera après de l'écriture et de ta formation de formateur. Tu as voulu finir l'émission avec un choix qui m'a vraiment épaté, puisque tu as opté pour Faïd Bellal, que j'aime beaucoup aussi. Pourquoi Faïd Bellal? Faïd Bellal, c'est un montagnard comme moi. Ah oui. Voilà, c'est quelqu'un qui est venu des montagnes de Syrie. Et à l'époque, la chanson arabe, c'était une chanson élitiste. C'est Mohamed Abdelwahab, Kiltour. Et lui, il a cassé ses codes. C'est la chanson populaire. Très accessible. Très accessible, avec sa voix de montagnard, sa voix magnifique. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'Algérie. Il a beaucoup chanté sur l'Algérie. Et c'est dommage, bon, il est mort là, mais on ne l'a jamais invité en Algérie. C'est dommage. Il a chanté au moins 3 chansons sur l'Algérie. Et donc, Faïd Bellal, c'est ce montagnard,
avec son franc-parler, avec ses attitudes de vrai montagnard. Il a gardé ses attitudes. Quand je le vois chanter, je suis heureux. Vraiment, et voilà, on va le réécouter avec beaucoup de plaisir. On va finir avec Faïd Bellal. En tout cas, Majid, merci. Hein, il va falloir que tu te déplaces encore une deuxième fois. Avec grand plaisir. Je vais te gâcher un peu ta retraite, tu vas revenir. Mais on a beaucoup de choses. Pour ces jours-ci. Eh ben, très bien, parce que j'estime qu'on a beaucoup de choses à apprendre de toi. Hein. Merci, Khalid. Merci. Et puis, tu risques de donner envie aux jeunes qui nous regardent de faire un jour de la télévision et de se lancer dans la réalisation. C'est un métier magnifique. Et le documentaire aussi qui reste très important. C'est un métier magnifique. Voilà. Alors, merci encore une fois, Majid. Merci beaucoup. Je remercie nos chers techniciens du Studio 1, nos amis des archives, et puis merci surtout à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. On se quitte avec Faïd Bellal. D'ici là, je vous dis salam. أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري وقلبي طير مقصوص الجوانح تصيد رموش عينين الحوار أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري وقلبي طير مقصوص الجوانح تصيد رموش عينين الحوار أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري وقلبي مقصوص اصطاد اسود ما افزع من هجمتها ومن سطوتها وعليك السود ترميني بلفتتها وتطليعتها اصطاد اسود ما افزع من هجمتها ومن سطوتها وعليك السود ترميني بلفتتها وتطليعتها وأقول الحق قلبي ما دق ولا حن ورق لا 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 إلا أهل سيوف عينيك هالسحرية أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري وقلبي طير مقصوص الجوانح تصيد رموش عينين الحوار